Allora, buonasera a tutti, benvenuti qui alla biblioteca. Vi presento il professor Rudeau, François Rudeau, che ha in comune con il nostro autore il nome, e anche però una lunga permanenza a Montpellier, perché questi sono i punti di contatto fra voi due, perché appunto il professor Rudeau ha insegnato per tantissimi anni. Lui è entrato all'Università di Francia a Rouen all'età di 33 anni come professore, quindi insomma un bel primato, e ha insegnato la letteratura francese del Cinquecento per 5 anni a Rouen, e poi è passato a Montpellier e è andato in pensione l'anno scorso, proprio facendo tutto il massimo dell'insegnamento. Si è occupato di letteratura appunto francese del Cinquecento, dei maggiori autori, soprattutto di... che poi fra l'altro, se voi vedete, questo è il suo curriculum, lui ha lavorato veramente, ha pubblicato tantissimo, convegni eccetera. In Italia sarebbero state 50 pagine, invece cioè, bellissimo, c'è una paginetta. Si è occupato soprattutto di Guy Lefebvre de la Bauderie, sul quale sta lavorando ancora. Sono autori magari non molto noti al pubblico italiano, diciamo, non sono tanto conosciuti. Su Marot, però si è occupato anche di biblioteche e di libri, biblioteche del Cinquecento, di libri, e ha scritto anche proprio sulle biblioteche, indipendentemente dai possessori, e in particolare invece sulla biblioteca di Pontius de Thiers. Poi qui abbiamo il libro che poi è rappresentato anche nei pannelli della mostra, un libro su su un capitolo di un libro di François Rabelais, la lettera che Gargantua scrive al figlio Pantagruel, e poi si è occupato di Rabelais anche in varie questioni, ha partecipato a tantissimi convegni. Ora non vi sto a dire, comunque qui alla biblioteca abbiamo praticamente quasi tutti i suoi scritti, proprio non tutti, speriamo che poi ci dia qualcosa anche per... E quindi siamo grati che sia venuto qui da Parigi, è partito stamattina molto presto, è arrivato e ora rimarrà anche qualche giorno a San Germano, quindi potremo fargli vedere le bellezze, fargli conoscere anche le persone, così, e siamo molto felici che sia qui, e gli lascio la parola, ci introdurrà appunto a François Rabelais. Grazie Rita. Prego. Parlerò in francese, mi scusi, ma sono troppo vecchio per parlare in italiano, ma capisco l'italiano, non c'è problema, ma preferisco cominciare a parlare in francese. Grazie a Franco per l'invito. Alors, je voudrais faire quelques remarques sur Rabelais. Il s'agit pour moi de vous présenter quelques éléments sur cet auteur et d'essayer de vous montrer les directions qui me paraissent les plus importantes. Je ne vais pas entrer dans des détails. Parler de Rabelais en 3/4 d'heure est très long, très compliqué. Il faudrait ne prendre qu'un seul point et je pense que ce ne serait pas une bonne chose. Je suis trop petit, la chaise est trop basse, je vais rester debout. La chaise a été réglée pour monsieur le pasteur, mais pas pour moi, Et donc, non, si, Ce que je voudrais dire, c'est que c'est une œuvre très déroutante, parce que l'œuvre de Rabelais, on passe du gros comique, des plaisanteries parfois grossières, vulgaires, à une culture très complexe. Et
je dirais, cela est accentué en particulier dans un passage, un texte qui est très important dans les œuvres de Rabelais. C'est le prologue d'un de ses livres, le second, qui s'appelle Gargantua. Et il est expliqué que le lecteur est comme un chien, c'est-à-dire qu'il doit, quand un chien mange un os, le lecteur doit briser l'os du texte pour trouver ce qui est le plus précieux au milieu de l'os, qui est la moelle. Et c'est cette moelle que le lecteur doit trouver. Cette moelle, c'est-à-dire qu'il s'agit, pour Rabelais, d'indiquer que ce qui compte, c'est de multiplier les interprétations de son texte. C'est-à-dire au centre du texte se trouve un sens supérieur, mais ce sens supérieur, il sert à créer, la moelle sert à créer de l'os, et sert par conséquent à créer aussi le sens extérieur. Ce que je veux dire, c'est que, si vous voulez, j'anticipe sur ce que je dirai dans quelques instants, contrairement à la vision médiévale des quatre sens de l'écriture sainte, le sens littéral, le sens moral, le sens allégorique et le sens mystique, et Rabelais considère que ces sens existent, oui, mais ils sont un seul et même sens. Et on ne passe pas d'un sens à un autre quand on réfléchit sur l'écriture sainte dans le domaine, mettons, au sens mystique. On est en même temps dans le sens littéral, le sens historique. Si vous voulez, c'est un peu comme si on voulait prendre une pièce de monnaie, une médaille, et qu'on veuille couper la médaille pour séparer un côté, l'avers, et le revers de la médaille. Ça n'aurait évidemment pas de sens. C'est ce point qui est important parce qu'il rejoint la pensée d'Erasme sur les quatre sens de l'écriture. Alors, quelques remarques biographiques, et je vais aller très très vite évidemment là-dessus, c'est pas ce qui est important. Il s'agit simplement de savoir que, comme vous le savez, les êtres humains ont une vie qui peut être courte, qui peut être longue, avec des productions au tout début de cette vie. C'est le cas de Rimbaud en France, qui à l'âge de 20 ans a fini de produire ses poésies. Et puis certains êtres humains produisent leurs livres beaucoup plus tard. C'est le cas de Rabelais. Le premier livre de Rabelais apparaît et est publié quand Rabelais a 50 ans, ce qui est âgé pour commencer une carrière d'écrivain. Vous voyez, c'est important. Avant, il a été donc moine, il a été ensuite prêtre dans le centre de la France, dans la région de la Loire, à Poitiers principalement. C'est l'époque donc où il développe sa culture, évidemment une culture théologique dans le milieu catholique, puisqu'il est moine et prêtre, puis il fait des études de droit et il fait des études de médecine à Montpellier donc. Quand il fait ses études de droit, il est encore bénédictin, donc dans les années 1525 à peu près. Et il sera ensuite médecin à Lyon. C'est un médecin important et renommé. C'est donc quelqu'un, si vous voulez, qui a la théologie, le droit, la médecine. Ce qui, pour l'époque, est très ample et suppose une connaissance extrêmement large.
la théologie, le droit, la médecine, et il faut ajouter évidemment la connaissance du latin, qui est banale à l'époque, mais également la connaissance, beaucoup plus rare, du grec. Une connaissance du grec assez bonne pour qu'il puisse écrire à certains amis des lettres en grec et qu'il puisse traduire le médecin Hippocrate en français. Enfin, en latin d'abord et en français ensuite pour les aphorismes. Les lettres d'un Italien, Giovanni Manardo, les lettres qui publient donc un texte de droit. Il traduit aussi, c'est Bartolomeo Mariani, la topographie de la Rome antique. Il fera un séjour à Rome. Et donc, si vous voulez, ce que je veux souligner, c'est très rapidement, c'est que à la théologie, au droit, à la médecine, il faut ajouter la connaissance du grec, le voyage en Italie et la connaissance de l'Italie, c'est-à-dire la connaissance des monuments italiens et de la culture que l'on appelle la culture des antiquaires, c'est-à-dire des antiquités d'Italie que l'on est en train de retrouver, en particulier les monuments romains de l'époque romaine qui commencent à être mis à jour à Rome, d'où l'édition de la topographie de Mariani. C'est donc une ouverture d'esprit considérable qui en fait, de ce point de vue-là, en France, un des symboles de la Renaissance. Sachant que le symbole de la Renaissance à l'époque, parce qu'il écrit une lettre qui est importante à Érasme, et dans laquelle il reconnaît Érasme meurt en 1536, il reconnaît Érasme comme son père spirituel. Et Érasme a une position en France qui est une position latérale. Érasme n'est pas français, Érasme est sur les bords du Rhin principalement, Érasme est à l'est, si vous voulez, de la France, et donc Rabelais se trouve être, avec un autre auteur, mais qui lui va travailler plus précisément dans le domaine du grec, qui est Guillaume Budet, se trouve être quelqu'un qui a qui intègre, si vous voulez, une partie, disons, de l'héritage d'Érasme. Ce point est important et j'ajouterai une seconde chose, mais que je n'ai pas le temps de développer, un autre point qui me paraît très important. Rabelais, je fais une parenthèse, Rabelais est un auteur extrêmement connu en France au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, au XIXe, mais au XIXe siècle, Rabelais récupère une sorte de notoriété considérable parce que Rabelais se trouve critiquer le catholicisme et on va avoir tendance non pas à faire de Rabelais un protestant, mais à faire de Rabelais un athée. Et ce sera nécessaire d'une certaine façon pour la constitution en France à partir de 1875 de la Troisième République. Vous voyez, c'est-à-dire que Rabelais, il y a un Rabelais qui est une création de la Troisième République à la fin du XIXe siècle en France. Ce point est important. Qu'est-ce que c'est qu'être français? C'est critiquer le catholicisme, c'est ricaner devant la religion, c'est mettre par-dessus tout la raison comme élément essentiel, et c'est être gaulois, donc manger des gros sangliers et boire beaucoup de vin et faire des plaisanteries.
qui ne sont pas toutes forcément très élégantes et très légères. Alors, ce point, vous voyez, cette image caricaturale de Rabelais me paraît assez importante parce que nous vivons encore parfois un peu sur cette image-là. Le bon gros français, viveur, mangeur, buveur, et plus avec d'autres activités que je ne décrirai pas. Donc, Rabelais reste toujours... Alors, cette caricature de Rabelais me paraît, sur bien des points, totalement fausse, et en particulier sur le point de la religion. Elle me paraît fausse simplement parce qu'il faut lire le texte et que si Rabelais dit « je crois en Dieu », il ne faut pas faire dire que Rabelais dit « je ne crois pas en Dieu ». Voilà. Il y a des moments où le texte dit quelque chose et on ne peut pas forcément aller contre. J'ajouterai, pour terminer cette présentation, que Rabelais reste toujours attaché à l'Évangile. Il écrit des moqueries sur les almanachs, il fait de faux almanachs, donc ce qui paraissait année après année, d'astrologie médicale. Il y a la Pantagruéline pronostication pour l'an 1533, et il dit là-dedans qu'il ne faut pas regarder les pronostics, il ne faut pas essayer de deviner l'avenir à travers les planètes, parce que ce ne sont pas les planètes qui nous dirigent, ce qui dirige le monde, c'est Dieu, omnium rector et moderator. Donc, recteur et modérateur de toutes choses. Et c'est très important, cette présence d'un Dieu permanent vers lequel je vais, et un Dieu organisateur, si vous voulez, que je garde avec moi comme viatique, comme comme aide à mon action quotidienne. Alors, il écrit donc plusieurs romans, et je vais passer ces romans les uns après les autres en revue pour que ce soit le plus clair possible pour vous, et je répondrai évidemment à toutes les questions qui se poseront. N'hésitez évidemment pas, éventuellement même, peut-être, à moins que ce ne soit pas le principe, mais à m'interrompre s'il y a un point que vous ne comprenez pas. Si je commence par Pantagruel, qui est de 1532, Pantagruel, c'est l'histoire d'un géant. Rabelais fait allusion à un roman d'aventure qui paraît un peu avant, qui connaît un succès considérable et qui s'appelle « Les grandes et inestimables chroniques de l'énorme géant Pantagruel ». Rabelais, de l'énorme géant Gargantua, pardon, de l'énorme géant Gargantua. Rabelais va décider de profiter de cette mode, de ce succès de ce texte populaire pour raconter, pour inventer, pour développer l'image du fils de ce géant. Donc il va écrire l'histoire de Pantagruel, qui sera donc l'histoire du fils du géant. Il prend le nom de Pantagruel à un petit géant, un petit démon de la mer qui est constamment assoiffé. Pantagruel, c'est celui qui a le gosier toujours sec parce qu'il mange trop de sel, et naturellement, pour étancher sa soif, il boit, et comme vous imaginez, il ne boit pas que de l'eau. C'est une construction des romans de chevalerie qui est une construction classique, c'est-à-dire des récits, des épisodes liés à l'enfance, puis les prouesses, les exploits du héros. Mais ce n'est pas une imitation stricte de ces romans de chevalerie. Il s'agit d'une suite d'épisodes qui varie les récits, les tons, et qui donne au texte une allure extrêmement imprévisible.
Et c'est ce qui est très particulier chez Rabelais, c'est cet aspect imprévisible du texte. C'est-à-dire que nous avons une phrase qui commence avec des références à un certain nombre d'auteurs antiques sur des sujets extrêmement élevés et qui se termine par une grossièreté, par une allusion scatologique, sexuelle, etc. La liberté du narrateur, c'est un des points essentiels du discours de Rabelais, et je le répète, cette allure imprévisible, cette liberté du narrateur qui ne cesse pas de se mettre en avant. Et c'est un point très important que cela, c'est-à-dire que le narrateur est toujours présent dans l'histoire, il est toujours là pour dire à son lecteur, mais tu sais lecteur, je pourrais changer. Mon personnage fait ceci, mais j'ai entendu dire qu'il avait peut-être aussi fait cela, qu'il avait pu faire autre chose. Et nous nous retrouvons à ce moment-là, Rabelais apparaît à ce moment-là, un peu comme a pu l'être plus tard, puisque c'est paru après sa mort, un roman très célèbre du philosophe Diderot, au XVIIIe siècle, qui est le récit des aventures donc, de Jacques le Fataliste et son maître. Et le roman de Diderot ressemble un peu à Rabelais et ressemble aussi évidemment au fameux Tristram Shandy de Sterne. Vous voyez ces trois textes, Rabelais d'abord, chronologiquement, Tristram Shandy, le Sterne, et puis Diderot, ont des liens, si vous voulez, dans cette notion d'un imprévu constant et une absence de permanence aussi du caractère des personnages. Par exemple, Pantagruel est savant en toutes choses, il sait tout, sur tout, ou à peu près, mais il ne comprendra pas un de ses interlocuteurs, en particulier Panurge. Il ne le comprend pas littéralement, c'est-à-dire que quand Panurge lui parle, alors que Pantagruel apparemment connaît toutes les langues, etc., il ne comprend pas ce que lui dit Panurge. Vous voyez, il y a des incohérences de ce point de vue-là, et constamment une mise en cause de la fiction et de la narration qui n'est jamais univoque. Panurge, c'est le compagnon de Pantagruel, et Panurge est un compagnon prétentieux, vaniteux, lâche, rusé. Il prend des traits à Ulysse et il prend des traits aussi à tous ces sortes de clowns, de personnages de la comédie qui allient la ruse, la paresse et la lâcheté. Évidemment, il ne s'encombre pas d'honnêteté et il est aussi lâche qu'il est menteur. La philosophie de Pantagruel est une philosophie confiante en l'avenir. C'est une philosophie, je dirais, chrétienne. C'est-à-dire que si je prends par exemple la prière de Pantagruel avant le combat avec un adversaire qui s'appelle loup-garou, peu importe, Pantagruel dit ceci: je ferai prêcher, donc il s'adresse à Dieu, je ferai prêcher ton saint évangile purement, simplement et entièrement, si bien que les abus d'un tas de faux prophètes seront exterminés. Vous voyez, c'est-à-dire que Pantagruel est celui qui agit avec constamment, j'allais dire, le labarum de Constantin, c'est-à-dire avec effectivement l'épée, mais la croix du Christ également. Deux ans plus tard, après donc ce succès de librairie qu'est l'histoire de Pantagruel, Rabelais reprend le personnage du père, Gargantua,
qui avait été donc un succès de librairie parce que les livres, les romans de chevalerie au XVIe siècle connaissent un succès considérable. Il faut savoir que les romans de chevalerie, si l'on prend les romans français, enfin je pense à Chrétien de Troyes par exemple, c'est-à-dire les romans du Moyen-Âge qui sont écrits en vers, ces romans sont repris au XVIe siècle, ils sont ce que l'on appelle en français dérimés, c'est-à-dire que l'on enlève les rimes, on les écrit en prose, donc pour casser le rythme de la poésie, on ajoute 2 adjectifs, on ajoute 3-4 mots, etc., etc. Et on produit des récits plus délirants les uns que les autres, de héros qui sont à 4 sur un même cheval, je pense aux 4 fils Aymon, qui sont capables avec une épée de trancher d'un seul coup d'épée un cheval et son cavalier, de telle sorte que les 2 moitiés tombent. Vous voyez, on est un peu dans le film dont le nom m'échappe, qui était sorti il y a les Monty Python, Sacré Graal, hein, qui était sorti il y a déjà bien longtemps, une quarantaine d'années, je pense, ou à peu près. C'est très important, ce monde de la chevalerie ridiculisé, enfin exagéré en tous les cas, constitue une production éditoriale considérable, et c'est très important. La preuve en est que lorsque Cervantes raconte les histoires d'un certain Don Quichotte, qui est ce Don Quichotte? C'est quelqu'un qui, comme Madame Bovary, a pris les histoires de chevaliers au pied de la lettre. Et Don Quichotte est une Madame Bovary du début du XVIIe siècle. C'est le même principe. Alors, 2 ans après donc l'histoire du fils, Rabelais écrit l'histoire de Gargantua. Là, il va situer davantage son histoire dans... c'est un roman qui est à la fois, si vous voulez, régional et folklorique. C'est-à-dire qu'il va la situer davantage sur les bords de la Loire, dans sa région française des bords de Loire. Et ce point est important parce que plus tard, ultérieurement, cela va créer une pensée de Rabelais comme écrivain français. Or, qu'est-ce que c'est qu'être français au XVIIIe et surtout au XIXe siècle? C'est appartenir c'est dépendre, si vous voulez, de la population qui se trouve sur les bords de la Loire. Vous voyez, on va recentrer la France un peu à Paris, mais le vrai parler français, ce sont les bords de la Loire. Et vous voyez, il y a cette idée que c'est là que se trouve la France. Et Rabelais va se trouver exalté, d'une certaine façon, comme Ronsard, par exemple, ou du Bellay. Et la France va se créer à la fin du XIXe siècle avec cette idée, il y a Paris, la capitale, mais il y a ensuite la civilisation qui est sur les bords de la Loire. Et il s'agit ainsi de magnifier Paris et de détruire le prestige qu'avait Lyon. Parce que Lyon est une ville qui n'est pas convenable, il y a beaucoup trop d'Italiens à Lyon. Hein, ça va pas du tout. Hein. Déjà, il y avait trop d'Italiens à la cour de Catherine de Médicis. Hein. Nous sommes envahis par les Italiens. À la cour de Catherine de Médicis, il y a jusqu'à 20 Italiens. C'est ce que disent, vous vous rendez compte? C'est épouvantable. Hein. Et c'est dit et redit en permanence. Enfin, quand on y pense, c'est un peu étrange, parce que les Italiens apportent quand même la civilisation aux barbares. Mais bon, ça c'est une autre affaire, c'est mon sentiment personnel. Mais ce qui est important, c'est cette idée donc, que Rabelais, en reprenant l'histoire de Gargantua, affirme sa liberté de conteur. Et il reprend cette histoire de Gargantua à la manière
de Suétone racontant les vies des 12 Césars, c'est-à-dire un récit de vie perspécies, comme on dit, c'est-à-dire la généalogie, les signes d'une destinée extraordinaire. Gargantua, la mère de Gargantua, connaît une gestation non pas de 9 mois mais de 11 mois, de telle sorte qu'il sort du ventre de sa mère plus parfait encore que n'importe quel être humain. Puis il y a les portraits élogieux, physiques, l'éducation, les qualités intellectuelles et les prouesses, etc. Mais c'est organisé comme la vie d'un des Césars, raconté donc par Suétone. C'est toujours le roman de chevalerie qui est là derrière, mais désormais il y a une interrogation importante sur la nature de la foi. La foi n'est pas la crédulité, il ne s'agit pas de croire en Dieu par crédulité, il s'agit de revenir, de se recentrer sur l'idée d'une confiance en Dieu. Et croire en Dieu, c'est essentiellement avoir cette confiance, ce qui sera développé constamment. À cela, il faut ajouter évidemment l'éducation, c'est-à-dire l'opposition qui est mise en place par Rabelais entre l'ancienne éducation, qui était sclérosée, disons, c'est-à-dire fondée sur un savoir non raisonné, et la nouvelle qui suppose la participation de l'évêque, de l'élève, pardon. Pourquoi j'écris comme un cochon et quand je lis mes notes, c'est épouvantable. C'est un point absolument essentiel que cette question-là, puisqu'elle sera reprise plus tard par Montaigne et surtout développée par les jésuites. Les jésuites, c'est-à-dire à partir des mêmes années, 1550, les écoles de jésuites vont mettre en place la notion d'éducation faite par des personnes qui demandent la participation de l'évêque. Avec cette reprise de la pensée d'Erasme qui est essentielle, homines non nascuntur, sed finguntur. Les hommes ne naissent pas hommes, mais ils deviennent hommes, ils se fabriquent d'une certaine façon homme. Cette notion-là est essentielle. On ne naît pas homme, on le devient. C'est un peu cette pensée qu'il faut avoir en tête. C'est important parce que cela suppose qu'il n'y ait pas véritablement de nature humaine. Ce qui pose aussi d'autres problèmes sur lesquels je ne vais pas venir. Il y a également, à travers ces récits, l'accentuation entre, dans un roman de chevalerie, vous avez le gentil et le méchant, les relations sont très simples, et ce que va faire Rabelais, c'est d'essayer de montrer en quoi le gentil peut être un modèle pour le prince et en quoi le méchant ne l'est pas. C'est-à-dire, au lieu de parler du gentil héros, comme on en parlerait à des enfants, si vous voulez, il va mettre en place deux figures. Une première figure qui est la figure du prince dominé par ses passions, et de l'autre côté, une figure de prince qui est soucieux du bien-être de ses sujets et qui est garant de la justice. C'est-à-dire que le prince fort est celui qui établit la justice, mais pas celui qui établit la vengeance. Et ce point est très important, comme vous le voyez, il y a tout un discours sénéquien qui est là derrière, et toute une pensée que l'on retrouvera en particulier chez Corneille, avec la pièce de théâtre Cinna, qui raconte la clémence d'Auguste. C'est-à-dire que le vrai prince n'est pas celui qui se venge, c'est celui qui place
au-dessus de la vengeance, non seulement une vertu supérieure, mais aussi le bien de l'État. Et le bien, en l'occurrence, pour Rabelais, le bien de ses sujets. Donc, une fois que j'ai vaincu mon ennemi, je ne l'humilie pas et je lui tends la main. Et je ne le détruis pas. C'est un point essentiel. Il y a également dans Gargantua un autre passage qui est peut-être qui est assez célèbre. C'est une sorte d'école pour jeunes adultes, disons, qui se fait dans une abbaye et qui s'appelle l'abbaye de Thélème. L'abbaye de Thélème, c'est-à-dire un lieu où l'on peut faire, c'est la devise, où l'on peut faire ce que l'on veut, fais ce que voudras. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'on est parfaitement libre de faire ce que l'on veut, ce qui implique, évidemment, que puisque tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, il faut que la liberté de chacun n'empiète pas sur celle des autres. Et c'est exactement la pensée de Cicéron, c'est-à-dire cette idée que nous n'avons de droits qu'autant que les autres nous donnent des droits, sinon nous n'avons finalement que des devoirs. C'est-à-dire que si nous considérons que nous n'avons que des devoirs, nous recevons des autres en retour les droits. Vous voyez, cette idée-là est importante. Il faut bien comprendre que la devise de Thélème « fais ce que voudras » n'est pas la devise d'une sorte d'égoïsme exacerbé, un égoïsme puissant. C'est un élément important. C'est un lieu, si vous voulez, de formation, c'est un lieu rêvé de formation des cadres, finalement, du futur royaume, ou du royaume, des futurs cadres, pardon, du royaume de Gargantua, avec l'idée essentielle, il faut que j'apprenne la théologie, que j'apprenne la philosophie, parce que grâce à cela, je pourrais, et c'est vraiment le point essentiel, maintenir, soit développer, soit maintenir la paix dans le royaume. Et la paix est l'élément essentiel. Parce que c'est aussi parce que c'est la paix du Christ. C'est cette idée qui est là derrière. Cette abbaye de Thélème, c'est donc un moment de passage et les jeunes gens et jeunes femmes qui sont dans cette abbaye doivent en sortir et en sortiront. Ce n'est pas un lieu où les gens restent jusqu'à leur mort. Ce n'est pas du tout un couvent fermé. Enfin, dans ce Gargantua, ce que je voudrais noter, c'est que dans le prologue, il est question de Socrate vu comme un silène, c'est-à-dire de ces petites... L'équivalent en grec, ça correspondrait pour nous de nos jours à ce que l'on appelle les poupées russes. Vous savez, ces poupées dans lesquelles vous avez une petite poupée, etc., etc. Et c'est un écho aussi à la question de la moelle qui se trouve dans l'os et qu'il faut retrouver. Je ne reviens pas sur ce que je disais tout à l'heure. Ce que je voudrais simplement ajouter, c'est que dans ce prologue de Gargantua, il y a, est souligné, pardon, l'importance du rire. Mais le rire, ça n'est pas seulement le rire joyeux, ce n'est pas simplement le rire de la bonne plaisanterie, c'est le rire de l'espérance et de la foi profonde. Et si vous voulez, je m'éloigne, quand je vous dis cela, je m'éloigne effectivement d'une pensée de la Troisième République en France, où le rire, c'est le rire gras, vulgaire, grossier, enfin, qui se déclenche à la suite d'une bonne plaisanterie, etc. Non, c'est un rire qui doit vous élever. Je vais venir sur cette question du rire quand je parlerai du tiers-livre. Le tiers-livre, c'est-à-dire en ancien français, en français moyen,
en moyen français exactement, pardon, le troisième livre des histoires de Gargantua et de Pantagruel, et en l'occurrence de Pantagruel, ce n'est pas vraiment une suite à Gargantua, parce que le protagoniste principal est désormais Panurge. Dans le tiers-livre, Pantagruel regarde, c'est-à-dire ce héros sage est en arrière, et c'est Panurge qui agit. Sachant que ce texte comprend principalement trois parties, et je voudrais les souligner. La première partie, c'est un éloge des dettes. La dette, c'est-à-dire ce que vous devez à quelqu'un. Mais ce que vous devez à quelqu'un, c'est aussi ce que cette personne vous a donné ou vous a prêté. Autrement dit, c'est la célébration des vertus de l'échange, de la sympathie, de la charité, au sens chrétien évidemment. Et cet élément est important, c'est à la suite en particulier de saint Paul, traduit, si je puis dire, ou paraphrasé par Rabelais, « Rien à personne ne devez, fort, donc excepté, vous ne devez rien à personne, excepté l'amour et l'affection, la dilection, l'affection naturelle. » Il y a ensuite un second point qui concerne les consultations à propos du mariage. C'est-à-dire que Panurge se pose la question, c'est le second point dans le roman, dois-je me marier ou pas? Et Panurge ne cesse pas de renoncer à l'action, de reculer devant l'action. Je ne sais pas si je dois me marier, je n'ose pas me marier, il faudrait que je me marie, etc. etc. Et ce renoncement, le premier point, c'est celui du renoncement à l'action. Et de ce point de vue-là, Panurge est un être mauvais, est un être qui n'est pas, qui ne saurait être pris en modèle. Il faut savoir effectivement que c'est essentiel, cette idée à la Renaissance, que le savoir que l'on vient d'acquérir, en particulier grâce à l'Italie et au mouvement, disons, de la Renaissance, ce savoir doit déboucher sur l'action. Nous sommes nés pour agir. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est Montaigne, dans les essais, c'est dans le premier livre des essais, c'est le chapitre 20, nous sommes nés pour agir. Et lorsque Montaigne dit nous sommes nés pour agir, Montaigne reprend Cicéron, le De Officiis, c'est en 1.19, toute la qualité réside, toute la qualité de la vertu réside, dit Cicéron, dans l'action. Virtutis enim laos omnis in actione consistit. Pourquoi Panurge n'agit-il pas? Parce que Panurge est amoureux, non pas d'une femme, d'un être, non pas du mariage, mais de lui-même. C'est la fameuse philotia, la philotie. Il a la crainte devant l'action, il refuse d'en assumer le risque, il voudrait que tout soit comme il l'entend. Or, le mariage est un risque qui engage la vie et suppose le renouvellement constant de l'acte initial, qui est un acte de volonté. Et c'est cet acte de volonté, c'est cela qui compte, si vous voulez, par-delà le discours le thème général du mariage. Alors ça donne lieu à des plaisanteries, évidemment, oui, mais si ma femme commence à être acariâtre, si ma femme me bat, si, etc., etc. On retrouve à ce moment-là le comique issu du monde médiéval, des 15 joies de mariage, il ne faut pas se marier parce que si l'on se marie, on n'aura plus de... Et c'est toujours vu, évidemment, toujours raconté du côté de l'homme, naturellement. Ces 15
15 joies de mariage. Donc, pour tenter d'avoir prise sur l'avenir, ce qu'il faut, c'est s'interroger sur les différents savoirs. Et il faut interroger la théologie, la médecine, la philosophie, le droit, la divination elle-même, pour savoir ce qu'il faut faire. Mais le problème de la divination, c'est évidemment que l'on revient au point essentiel, l'interprétation. Qu'est-ce que me disent les astres? Qu'est-ce que me dit tel ou tel élément? Domine dans le tiers-livre, de ce point de vue-là, la figure de Pantagruel, c'est-à-dire le sage. Panurge ne l'entend pas, et il va donc, ce qui va conduire, je passe rapidement là-dessus, ce qui va conduire à se mettre en route et à accomplir un voyage qui sera l'essentiel du quart-livre, le quatrième et avant-dernier livre de Rabelais. Je passerai très vite sur le cinquième livre. Et je vous dirais simplement que le quart-livre est un récit de voyage. Les voyageurs chantent le psaume quand Israël sortit hors d'Égypte, et ils quittent le pays des idoles pour entreprendre un voyage qui est en fait un voyage vers la vérité. C'est-à-dire que vous voyez comment, de ce point de vue-là, on a eu d'une certaine manière dans les deux premiers livres de Rabelais, le Pantagruel et le Gargantua, on a eu très souvent une Iliade, des combats sur place, et je parlais tout à l'heure des bords de la Loire. Dans le tiers-livre, on a une interrogation sur la question de l'action, et dans le quart-livre, on va avoir une odyssée, et ça va être ce récit d'une transformation par le voyage, et ce récit de la quête de la vérité, reprenant ainsi la lecture qui est faite, par exemple, par Dante, de l'Odyssée, comme pèlerinage de l'âme humaine, de la vie humaine, et retour donc au sein du Père, à la fin, Ithaque pouvant être lu de cette manière. Donc la question, si vous voulez, de retrouver un périple réel, de savoir si le récit des voyages dans le quart-livre correspond à telle île, tel pays, etc., n'a pas de sens. Il y a là, et je terminerai presque là-dessus pour aller plus vite, il y a là un épisode important qui est celui des moutons de Panurge. De quoi s'agit-il? Panurge est un être méchant, dépourvu de charité. Que fait-il? Il fait tomber un mouton, il jette un mouton à la mer. Les autres moutons suivent le premier mouton, enfin le deuxième mouton suit le premier, etc. etc. Le troupeau part. Il s'agissait de se venger du possesseur de ce troupeau de moutons, et le possesseur, essayant de rattraper en vain son dernier mouton, tombe lui aussi. Il s'agissait de se venger d'Indenau, le possesseur du troupeau, mais la vengeance de Panurge est une vengeance méchante, mauvaise, disproportionnée, brutale, qui est donc totalement condamnable. Vous voyez, il y a toujours cette idée, ce n'est pas parce que Dindenau a commis des actes répréhensibles qu'il faut agir de cette façon fourbe, violente, brutale. Panurge est véritablement l'être dépourvu, je le répète, ça me paraît important, de charité. Et on verra lors de l'épisode de la tempête le sang-froid de Pantagruel qui prie et qui agit. Il est donc coopérateur de Dieu, contrairement à Panurge qui a peur, etc., etc. Je laisse de côté un certain nombre de points, et en particulier
le 5e livre. Je me contenterai simplement de dire que dans le 5e livre, on trouve la dive bouteille, la bouteille divine, qui est la bouteille de vin parfaite. La question, c'est de savoir si on considère que ce vin, c'est celui auquel pensaient en France, disons, les athées de la Troisième République à partir de 1875, c'est-à-dire c'est la bonne bouteille de vin que l'on va boire de façon à être ivre et à pouvoir faire des bonnes plaisanteries plus vulgaires, disons, les unes que les autres, ou si cette bouteille représente d'une certaine façon le sang du Christ. Et c'est sans doute dans cette direction qu'il faut voir, puisque l'oracle termine en disant « Soyez vous-même interprète de votre entreprise », c'est-à-dire essayez de penser votre existence, mais voilà le message, mais pas l'idée effectivement de boire excessivement. Je voudrais, en conclusion, très rapidement, indiquer quelques points qui me paraissent essentiels. D'abord, souligner le fait que les romans de Rabelais sont très difficiles à lire en français, si l'on veut tout comprendre, parce que la syntaxe n'est pas très compliquée, mais le vocabulaire est considérable. Donc vous avez du vocabulaire médical, du vocabulaire juridique, etc., etc. Et Rabelais est l'auteur français qui a le vocabulaire le plus étendu. Celui qui a le vocabulaire le plus resserré étant l'auteur de tragédie, Jean Racine. Les romans de Rabelais donnent une place considérable au dialogue. Ce sont principalement, quasiment que des dialogues. Ça, c'est un point vraiment important. Une place considérable aux énumérations, des catalogues. C'est-à-dire que le monde chez Rabelais est décrit comme une succession, d'une certaine façon, de listes. Et on peut penser à certaines nouvelles de l'écrivain américain, argentin, dont le Borges, dont le nom m'échappait à l'instant, Borges, qui effectivement explique, c'est Michel Foucault qui le reprend au début de son livre Les mots et les choses, qui explique comment il y a, je ne sais plus quel empereur de Chine, qui classe ces différents objets suivant des listes plus absurdes les unes que les autres. Mais ces listes plus absurdes les unes que les autres mettent en cause la question de la raison et la question du classement. Ce qui me paraît absurde comme classement n'est peut-être pas si absurde que cela, et je m'approche peut-être au contraire de la vérité. Vous avez la parodie de la manière épique médiévale, ce qui est d'une importance considérable. J'en parlais en faisant allusion tout à l'heure à Cervantes. J'ajouterai enfin que c'est donc une philosophie du rire, de la joie, mais orientée non pas vers la simple exaltation des plaisirs terrestres ou vers l'ironie, la moquerie, au contraire, le sentiment d'une plénitude, d'une confiance en Dieu, d'un amour des autres et du monde. Il n'y a pas d'ironie généralisée et pas de dénonciation de tout savoir. Tout ne se vaut pas et l'on n'est pas dans une sorte de cynisme, de scepticisme qui parfois a été perçu il y a quelques années. Il y a, me semble-t-il, une liaison totale entre le sens comique et le plus haut sens. La substantifique moelle, elle crée l'os, la substance du sens littéral, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en commençant. On ne peut pas voir l'un sans l'autre, et on pourrait reprendre cette fameuse parole d'Ézéchiel en 2.9 à propos du livre, Liber erat scriptus, intus et foris, le livre est écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, je vous remercie.
c'è problema, ma risponderò in francese, sarà più facile per me. Avrei una domanda, ma Sì. da cosa hai detto mi sembra che partendo dal 4-6 la scrittura in avanti, mi sembra che comunque Rabelais sia ancora molto collegato al Medioevo, tranne la scrittura che non è più latina ma è francese, e quindi voglio sapere ma cosa lo differenzia un po' dagli ultimi autori latini anche del XIII secolo, penso ad Andrea Capellano, il suo De Amore, e dall'inizio dell'umanesimo, perché lì siamo ormai a cavallo tra le due epoche. Ecco, cosa evidenzia più la presenza e lo stile umanistico in Rabelais che non negli scrittori precedenti? Sì, allora c'è un autore, Luciano, che je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais l'écrivain Lucien a une place importante chez Rabelais. Et ce qui ferait de Rabelais quelqu'un du monde humaniste et pas du monde médiéval, sortant du monde médiéval, c'est aussi la présence des auteurs grecs, Lucien par exemple, mais de toute cette pensée grecque, Platon, Plutarque, l'auteur des œuvres morales, les Moralia et pas les vies. Enfin, les vies sont moins importantes que les Moralia, et c'est tout ce versant-là qui est en fait le versant de ce que l'on appelle la Prisca Theologia, c'est-à-dire cette théologie primitive, première, originelle, disons, qui est le fondement de la Renaissance. Comme vous le savez, ce que n'aime pas Calvin, par exemple, et c'est ce qui distingue de ce point de vue-là les catholiques, pour aller très vite, des protestants, ce que n'aime pas Calvin, ça n'est pas le pape. Le pape n'a aucune importance, hein. Le pape, il passera comme nous passons tous. Mais ce que déteste Calvin, c'est la Renaissance, dans le sens où elle intègre le paganisme antique. Et elle le prend, elle l'englobe, si vous voulez, avec cette notion de Prisca Theologia. C'est développé d'une certaine façon, je vous donnerai deux allusions. La première, c'est ce que dit Saint Justin au 1er siècle, à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, et, enfin évidemment après, pardon, il n'était pas nécessaire de préciser, ce que reprendra Erasme plus tard, donc dans les premières années du XVIe siècle, Saint Socrate, priez pour nous. Et Saint Socrate, priez pour nous, Socrate ne peut pas avoir été un saint chrétien parce qu'il est né avant la venue du Christ, mais il annonce d'une certaine façon et il appartient au monde chrétien, parce que le monde chrétien ne commence pas avec la venue du Christ, il était déjà là avant cette venue. Et c'est cette pensée qui fait que l'on peut voir en Apollon une image du Christ, par exemple, c'est le cas très fréquemment à l'époque. Ça n'est pas une pensée qui paganise, ce n'est pas une pensée païenne, c'est une pensée qui christianise le paganisme. Et il me semble que c'est un des points qui pourrait caractériser, enfin, outre la présence du monde grec, qui pourrait caractériser Rabelais, par exemple. Et j'ajouterais aussi la réactivation de la présence de Cicéron, mais réactivée vue d'un point de vue politique. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. In Italia Rabelais è conosciuto soprattutto per i suoi personaggi, no? Ci sono tante, è conosciuto nel senso che dicevi, cioè
il fatto del bere, del godere, delle cose eccetera. Ci sono tantissime anche trasmissioni o per esempio molte aziende vitivinicole si chiamano la dive bouteille. E anche in Francia c'è questo oppure è già passato questa rivisitazione? No, è lo stesso in Francia. È lo stesso, non c'è. Sì. È singolare perché appunto si va dietro a una tradizione piuttosto recente poi e si segue così pedissequamente. Grazie. E ci spiegava della difficoltà dei contenuti linguistici del francese, diciamo, complicato da leggere. Come viene riportato nella fase dell'apprendimento nelle scuole? Con dei sunti, degli estratti o nulla, diciamo, nelle scuole, diciamo, pubbliche, quindi nella fase corrispondente al liceo? Si legge il testo o non si legge? Non si legge. È finito. La letteratura francese non si legge. La letteratura, nelle scuole la letteratura francese adesso comincia, non so, con un po' con Flaubert, ma non di più, 3-4 versi di Racine, un poema di Ronsard, ma Rabelais è impossibile. Beh, posso testimoniare che nella scuola italiana, al liceo, si studia come, e fa parte della cultura della letteratura francese. Sì. Io invece posso testimoniare che in Francia negli anni 90 si studiava ancora Rabelais. Sì. Negli anni 90. Esatto. Sì, vero, sì. Ma siamo 30 anni più tardi. Già. E tra l'altro io, giovane immigrata italiana in Francia, sto ripensando alle parole di una compagna di classe che diceva: Claudia, tu parles comme Rabelais. Perché probabilmente avevo un linguaggio, usavo delle parole probabilmente italiane tradotte a mio modo in francese, e lei riteneva che parlassi come al XVI secolo. Il nostro francese di Valdesi, io mi ritrovo molto, non forse in Rabelais, ma insomma trovo che io ascolto su Audible in francese e i testi recentissimi ho qualche problema, su quelli vecchi no, perché il nostro francese è vecchio, perché saranno insegnati in alternanti, insomma. Mais j'ai dit très souvent à mes étudiants que quand on va en Italie, on trouve des romans français traduits en italien dans les gares. On peut trouver Flaubert, Balzac, etc. Quand on est dans une gare en France, on ne trouve pas de romans français en France. C'est-à-dire, plus personne ne lit Balzac, Flaubert ou Zola en France. Alors peut-être une personne, mais plus personne ne lit cela. On ne lit plus la littérature française que si on a un examen qui porte sur « et encore ». On n'est pas obligé de lire le livre, ce n'est pas nécessaire. Mais il faut que vous vous rendiez bien compte que la France est devenue, vous le savez peut-être, est devenue, du point de vue culturel, une colonie américaine, et que lorsque nous voulons avoir des bons étudiants en latin, qui travaillent au Centre de la recherche scientifique, au Centre national de la recherche scientifique en France, qui n'existe pas en Italie, et les places sont très difficiles à avoir en Italie. Les étudiants italiens sont accueillis en France, et il y a des quantités de collègues travaillant sur le latin de la Renaissance qui sont des Italiens maintenant. Et parce que la France ne fabrique plus
de véritables latinistes et humanistes. Je pense à Luigi Alberto Sanchi, par exemple, qui a travaillé sur... et puis bien d'autres. Voilà, l'école normale, la Scuola Normale Superiore de Paris, à la rue d'Ulm, qui fabriquait des hellénistes et des latinistes pour créer une science française face à la science allemande. Le duel, c'était entre la France et l'Allemagne, entre 1830, 1850 et, disons, 1980, ce monde a disparu. La science allemande existe toujours, la science italienne s'est maintenue, et l'école normale supérieure est une école dans laquelle on entre, non pas pour faire des études sur l'humanisme ou sur le latin ou le grec ou l'antiquité classique, mais pour préparer ensuite l'école normale, l'école nationale d'administration, et pour devenir voilà, préfet, ministre, éventuellement même si on échoue complètement dans la vie, président de la République. Voilà, c'est à peu près ça. Comunque vi do una buona notizia che in biblioteca ci sono testi di Rabelais tradotti in italiano. Insomma, chi li avesse poi, dopo aver visto questi 2 o 3 pannelli fatti, questa esposizione che andiamo ora a inaugurare, può appunto venire anche a leggere i libri. In effetti devo dire che mi ha molto stupito, perché anch'io ero figlia di quest'idea ottocentesca, no? Di Rabelais, invece poi se uno lo va a leggere trova tutt'altro. Sì. E ci sono appunto delle trascrizioni che rendono proprio conto di questo, sì. perché è tutta un'altra cosa. Ma il vino, c'è il vino nei testi di Rabelais, anche, sì, il y a toute cette grossièreté existe, mais certo. ce n'est pas non plus ce que disait Bakhtin, c'est-à-dire ce n'est pas ce que Bakhtin appelait le bas corporel. On va parler de toutes les fonctions du corps. Il faut manger, il faut éliminer, il faut que le corps travaille. Mais cela est soumis, c'est une fonction, parce qu'il n'y a rien de plus beau que le corps humain. C'est une exaltation du corps humain, comme ça se fait sur les représentations, disons, des saints et des saintes, mais cette exaltation du corps humain, elle part du corps, de la matière, de la chair, mais l'idée, c'est de l'élever, de s'élever. Donc, pas d'ascétisme, il ne faut pas se donner des coups de fouet, il ne faut pas se priver de manger et de boire, mais il faut le faire vers un degré supérieur. Et c'est ce degré supérieur qui a été, me semble-t-il, un peu oublié dans les lectures de Rabelais. C'est ça que je voulais souligner. Voilà. Il faut dire que la devise qu'affirme Rabelais à la fin du Pantagruel de ce qu'est un bon pantagruéliste, c'est celui qui sait être joyeux, vivre en santé et vivre en santé, et voilà. Oui, et vivre avec ses contemporains. Et être un joyeux, je ne sais plus, c'est pas joyeux larron, mais je ne trouve plus le terme, mais il faut être heureux avec les autres, il faut vivre avec les autres. Cette idée, donc, c'est l'idée de la charité. C'est vraiment la vertu essentielle. Bene, allora visto che potete accedere ora, apro anche la parte di qua, potete uscire oppure entrare direttamente nella stanza dove si fanno di solito le conferenze, date un'occhiata e poi noi apriamo una bottiglia e sistemo qui, poi mentre voi siete a girare poi.
Grazie.